atelier. Donc n'hésitez pas, avec les petits micros en bas, vous pouvez activer pour prendre la parole. C'est pas obligatoire. Personne, on est sûr? OK. Est-ce que bonjour, pas de micro, je suis OK, très bien, formatrice, SST du coup. OK et pour Anthony et Jérôme? Non? OK. Bon et ben, on avance alors. As pour info, j'avais un poste vrai ou faux? OK, très bien et OK pour l'enregistrement. Parfait. Evan? Hop, non et on a Gladys qui nous a rejoint. OK, bah, alors je vous propose qu'on démarre. Si vous n'osez pas prendre la parole, n'hésitez pas, à mettre des messages dans le chat. Je lirai au fur et à mesure. Alors, ben, merci déjà de prendre le temps, de venir faire cet atelier. Donc l'objectif de ce petit atelier, c'est, de découvrir les chiffres clés sur les accidents domestiques qui sont donc, très parlants et qui nous permettent en fait de mieux comprendre, là où on doit faire attention, de repérer, quelques risques ensemble, pour, pouvoir ensuite mieux, les prévenir et de retenir quelques astuces, en fin d'atelier, pour pouvoir les mettre en œuvre assez facilement chez nous. Il y aura forcément, une petite composante, par rapport, aux enfants parce que moi, mon travail principalement, c'est, d'œuvrer auprès des enfants, donc le secourisme pour les enfants. Donc voilà, il y aura aussi ce filigrane. Si jamais il y en a qui sont dans ce domaine-là également, vous pourrez, le réutiliser. Et Gladys, secouriste en PSC, pardon. OK, génial. Et donc moi, je m'appelle Manon et je fais partie de l'entreprise Protéger, Alerter, Secourir avec mon associé qui s'appelle Patrice Jupille et tous les 2, on mène, voilà, cette entreprise pour la sensibilisation du grand public aux gestes de premiers secours. Alors, on démarre. Donc la première chose, c'est de comprendre finalement qu'est-ce que c'est qu'un accident domestique. La définition de l'accident domestique, elle a 3 composantes principales. Est-ce que, dans le chat ou à l'oral bien sûr, vous seriez d'accord pour, me dire, d'après vous, quels sont les éléments qui composent un accident domestique? Comment on peut qualifier un accident de domestique? Donc je vous ai fait 3 petites bulles pour vous aider à mieux, à mieux comprendre. Est-ce qu'on a des propositions? J'attends encore quelques secondes. Non, OK. Pas de micro. À la maison. Oui, en effet, ça va être le troisième point, c'est la localisation. À la maison et ses abords, en effet, on va inclure la piscine, le jardin pour tout ce qui va être, maison et puis tout ce qui est appartement, par exemple, balcon, cage d'escalier, ce genre d'éléments-là. Sur la localisation, donc on est d'accord. En termes d'événement, il faut que ce soit un événement qui soit soudain et qui ne soit pas volontaire et bien évidemment, un accident, il va causer un dommage, donc une blessure et dans les pires cas, un décès et voilà, je vous affiche, la diapositive avec la réponse. En fait, cette définition, elle est importante parce qu'elle nous permet de distinguer l'accident domestique des maladies, d'un acte volontaire ou d'un accident de la route ou du travail. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va donc parler de l'intérieur du domicile, mais aussi des abords immédiats, comme l'a précisé Jérôme. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir un assez fort taux d'accident au niveau des abords de la maison, notamment, donc des abords immédiats. Alors, je vous propose de faire un petit sondage par rapport aux chiffres. Donc là, un sondage va s'afficher sur votre écran par rapport au nombre de... Hop, je vais l'afficher. De décès par accident domestique par an. Donc, c'est des chiffres qui sont des estimations par rapport aux sources Santé France publique et Santé publique France pardon et la Fédération française des accidents domestiques. Donc, je vous lance le petit sondage et normalement vous pouvez voter sur le nombre d'accidents domestiques que vous pensez qui se réalisent par an en France. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer. Donc, on a le choix entre 3 000, 10 000, 20 000 ou 500 décès par an par accident domestique. Je vous laisse encore quelques secondes.
5 votants. Je crois qu'on a tous voté. 6 votants. Moi, je ne vote pas. Hop. Allez, je clôture le sondage. Donc, la réponse qui l'emporte, c'est 10 000 accidents, 10 000 pardon, décès par accident domestique. Alors ça, c'est ce que vous avez voté. Je peux vous projeter le résultat. Voici vos votes. Et je vous annonce que personne n'a voté pour la bonne réponse. Et puis, parce que en réalité, le chiffre exact, c'est environ 20 000 décès par an par accident domestique, qui est un chiffre assez vertigineux finalement. Donc, je vais repasser à mon petit diaporama pour pouvoir vous expliquer un petit peu. Donc 20 000, c'est un chiffre qui nous marque parce qu'en fait, quand on le compare notamment aux accidents de la route, on va voir qu'on a une proportion beaucoup plus supérieure d'accidents, enfin de décès par accident domestique que de décès par accident de la route. Et pourtant, quand on pense à la prévention, on a très rapidement en tête la prévention en sécurité routière, qui est géniale et qui est vraiment très importante à faire, mais un petit peu moins parfois la prévention des accidents domestiques, alors qu'au final, on se rend compte que proportionnellement, elle atteint beaucoup plus les Français. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien parce que ça participe à cette prévention. Moi, je vous ai fait un petit graphique visuel, pour ceux qui sont plus visuels comme moi. Ça vous permet de voir un petit peu les proportions, ou les estimations qui sont faites selon les chiffres. Donc voilà, un chiffre à retenir, ce serait 20 000 décès par accident domestique par an en France. Hop. Alors là, c'est mon petit, je vous ai dit, mon petit coup de pinceau sur les enfants. Les enfants, ils sont particulièrement touchés par les accidents domestiques, notamment entre la période de 1 et 4 ans. Et puis, on va considérer que 73% des accidents dont sont victimes les enfants de moins de 4 ans ont lieu dans le domicile ou dans l'environnement immédiat. Donc ça, c'est énorme. En fait, la plupart des accidents qui vont toucher les enfants sont des accidents qui ont lieu à la maison ou juste à côté de la maison. Et donc, voilà, là, c'est un des points de vigilance aussi, si on vient en temps avec une casquette d'éducateur ou de parents, qui doit nous interpeller sur ces statistiques-là. Je continue. Donc là, ça va être à vous de travailler un petit peu. Donc, on va parler des statistiques des accidents domestiques à l'intérieur même de la maison ou aux abords immédiats. Et on va essayer d'identifier finalement les zones dans lesquelles se produisent le plus d'accidents domestiques. Donc pour ça, on a identifié plusieurs zones. On va avoir la chambre, la cuisine, les abords de la maison, donc jardin, piscine, etc. Le garage, la salle de bain, et puis voilà. Et donc, je vais vous demander d'associer les statistiques avec la bonne pièce. Alors, je vous projette un petit draft. Donc là, on a changé de visuel. Comme l'a dit Anne-Laure, si vous souhaitez agrandir tout en bas, vous pouvez cliquer dans la barre à côté du micro et tout ça sur le petit bouton agrandir le contenu. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, je ne vous vois plus autour de la table. L'objectif, c'est que vous puissiez, avec votre souris, déplacer les petits post-it là, comme je suis en train de le faire, en fonction des statistiques. Donc là, on parle des statistiques d'accidents, le nombre d'accidents qui se produisent dans ces pièces-là. Donc je vous laisse, chacun peut participer, vous pouvez passer juste en dessous, et puis on va se mettre d'accord. Alors ces statistiques, elles sont recueillies par rapport à la déclaration des accidents qui se produisent, notamment quand on a des organismes comme la Fédération française de prévention des risques qui va recueillir ces données et en faire des analyses. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ah, on a un petit changement là, non? Non? On hésite? Ok. Donc, selon vous, la cuisine est la pièce la plus dangereuse de la maison et le garage serait la pièce dans laquelle on aurait le moins d'accidents, avec une moyenne un petit peu dans la chambre, la salle de bain et un peu moins dans le salon et dans le jardin. Et je vais vous dire que, on a quelques petites rectifications à faire tous ensemble. Alors, je vais vous réarranger les petites bulles au bon endroit, puis je vous projeterai après la correction. Donc, la pièce la moins dangereuse de la maison, en tout cas celle dans laquelle se produit le moins d'accidents, contre nature, c'est un petit peu, finalement, contre nature, c'est la salle de bain. La salle de bain, on a 5% à peu près, 5 à 6% des accidents qui vont se produire là-dedans. Alors, c'est souvent lié au fait qu'on y passe aussi moins de temps. Et on a également identifié que c'est une pièce dangereuse, donc on va avoir tendance à faire un petit peu plus attention.
À l'exact opposé, la zone dans laquelle il y a le plus d'accidents, ça va être tout ce qui est jardin et abord de la maison, hein. C'est là où on va comptabiliser le plus d'accidents, recenser le plus d'accidents domestiques, hein. Ça va être des accidents de bricolage, de jardinage, des accidents bien évidemment de la vie courante, hein, de jeu, mais aussi tout ce qui va être noyade et chute, hein, également dans le jardin. On joue, on se déplace, on chute beaucoup. Voilà. Ensuite, ex aequo, on va pouvoir mettre à notre panel le salon et le garage, hein, qui sont également deux pièces dans lesquelles on va se blesser assez fréquemment. Et puis, quasiment ex aequo également, on va pouvoir mettre la cuisine et la chambre, hein, à quelques pourcents près. Voilà un petit peu l'organisation voilà, de la répartition des accidents en fonction de la pièce de la maison. Donc, je vais vous projeter un petit, mon diaporama pour que vous puissiez le voir différemment. Ça vous permettra de voir les statistiques de nouveau avec, du coup, là, notre charte graphique à nous et notre petit univers. Donc ça, c'est lié beaucoup à la nature des activités qu'on va faire dans ces pièces et notamment au temps qu'on va y passer. Donc ces statistiques, pardon, je vais y arriver, elles sont là pour nous dire là où on doit nous mettre un point de vigilance, que ça soit nos propres activités en tant qu'adultes ou alors des activités qu'on va faire en famille, là encore une fois pour la prévention auprès des plus jeunes. Voilà. Toutes ces données-là, vous pourrez donc les retrouver ensuite sur le replay ou vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez avoir ces données chiffrées avec un document récapitulatif. On avance. Alors là, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quel est l'accident le plus fréquent, hein? On a vu les zones dans lesquelles on devait faire attention. Maintenant, à votre avis, quel est le type d'accident qui va se réaliser le plus souvent? Alors quand je dis type d'accident, je parle de brûlure, noyade, intoxication, etc. Alors selon vous, quel est le champion de toute catégorie? Sandra nous dit la chute. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souhaitez proposer autre chose? N'hésitez pas à prendre la parole avec votre micro ou à expliquer dans le chat, hein, notez dans le chat votre avis. La chute, hémorragie. Donc hémorragie, on va parler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un saignement abondant, hein, qui ne s'arrête pas. J'aurais dit chute en 1 pour Jérôme, brûlure pour Anne-Laure, coupure pour Evan. Allez, je vous projette la correction. Merci pour vos propositions. Notre champion toute catégorie, c'est bel et bien la chute. La chute, toute catégorie confondue, hein, elle va toucher vraiment la plupart des âges et puis la plupart des milieux. Donc c'est vraiment l'accident qui se produit le plus souvent. Et puis pas loin derrière, on va retrouver intoxication, noyade, étouffement et puis aussi la brûlure qui reste quand même très fréquente en termes d'accidents domestiques. Donc on a vu un petit peu les zones, hein, auxquelles on doit faire attention, le type d'accident qui doit nous interpeller. Et puis on va continuer avec maintenant quelques leviers d'action. Donc il nous reste 15 minutes ensemble pour réfléchir collectivement aux mesures qu'on peut mettre en place pour limiter ces accidents. Finalement, peu importe leur nature et là où ils se produisent, hein, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour agir dessus? Ou qu'est-ce qu'on peut conseiller, hein, aux autres pour pouvoir agir dessus? Donc là, je vous propose un petit retour en enfance. Moi, j'adore ce genre d'activité. Je l'ai fait énormément avec les élèves. Donc, vous savez, c'est ce genre de scène un petit peu caricaturale, dessinée qu'on va retrouver pour faire de la prévention. Et donc là, je vous en ai trouvé une. Donc, la source est Twinkle. Voilà, j'ai trouvé pour cet atelier. Donc ça, c'est pas notre charte graphique, mais ça va nous servir ensemble à regarder un petit peu ce qui nous interpelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous projeter de nouveau un petit draft. Et là, je vais attendre vos réponses dans le chat ou à l'oral sur les éléments dangereux, hein, que vous voyez sur l'image. Alors, hop, comment agir? Pareil, ceux qui veulent repasser en vue, agrandir le contenu pour pouvoir zoomer et voir les détails, je vous en prie, n'hésitez pas. Donc, j'ai fait 2 petites colonnes. L'objectif, c'est que vous puissiez mettre vos réponses dans le chat ou à l'oral sur les éléments qui vous paraissent dangereux. Puis moi, je vais me faire mes petites colonnes. Là, je vais compléter pour pouvoir organiser nos réponses. Alors, qu'est-ce qui vous paraît dangereux sur cette image? N'hésitez pas à prendre la parole avec votre micro, c'est aussi câble électrique, yes. Donc, vous avez des petites bulles. Ouais, vous pouvez compléter vous-même. Casserole. Et puis moi, je réarrangerai vos bulles.
Ah là là, ça y va là. On sent la réflexion collective. Ça me plaît. Allez, on se laisse encore quelques secondes pour faire cet état des lieux. Ok, je regarde si vous n'avez pas mis de bulle ailleurs. Je vous avais dit, hein, c'est un petit retour en enfance. On adore faire ça. Hein. Ok. Alors, je vais me permettre de réarranger du coup les petites bulles en fonction de deux catégories qu'on va essayer de nommer ensemble. Donc, pot de banane, prise électrique, l'adulte avec le grille-pain, je vais le mettre de ce côté. Le fer à repasser, je vais le mettre ici. Les jouets dans la cuisine, plutôt là. La poubelle pleine, hop. La poubelle pleine, elle nous embête un petit peu. Je vais la mettre entre les deux. La casserole chaude ici. Le câble électrique, il est bien placé. Couteau grille-pain, je vais le mettre ici également. Le chat sur le plan de travail, pareil. Il est un petit peu à cheval entre les deux, donc je vais le mettre en dessous. Grille-pain, poubelle pleine. Trébucher sur les jouets. Hop, ça, c'est pas complété. La poubelle pleine, on l'a mis là. Et jouer sur le sol. Prise surchargée. Oui, tout à fait. Hop, et voilà. Et ça, on va... Alors, on a deux colonnes, et donc ces deux colonnes, ça représente les deux types d'éléments sur lesquels on peut agir pour prévenir les accidents domestiques. Est-ce que vous avez une idée du nom de ces colonnes en fonction de comment j'ai pu placer vos petites étiquettes? Il y a vraiment deux éléments sur lesquels nous, en tant qu'adultes, et les enfants, bien sûr, peuvent agir pour limiter ces accidents, et c'est illustré par ces deux types de, ces deux colonnes qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez une idée du nom de ces colonnes? Pas d'idée? Si? Ah, je vois qu'il y a... Alors, je suis désolée, je vois pas qui bouge les petits trucs. Ça m'est toujours anonyme, donc j'aimerais pouvoir vous parler, mais je ne sais pas qui agit. Donc, n'hésitez pas à taper votre réponse si jamais vous souhaitez. Hop. Sinon, je vous aide, bien sûr. Alors, entre l'adulte avec le grille-pain et trébucher sur ses jouets, en fait, on va avoir une différence, le couteau dans le grille-pain, en fait, par rapport à la colonne de gauche. La colonne de gauche va représenter, en fait, tout ce qui concerne l'environnement ou le matériel. Donc, on peut voir un environnement qui est pas du tout adapté à certaines utilisations et également à du matériel défectueux. Et je ne sais pas qui a répondu, mais félicitations, anonyme. C'est bien le comportement hein, pour la deuxième colonne. Donc en fait, ça va vraiment être les deux éléments sur lesquels on peut agir, l'environnement et le matériel et le comportement qu'on va utiliser. Donc je vais repasser sur mon petit diaporama et on va discuter ensemble des petites règles qu'on peut mettre en œuvre. Hop, je me remets en vue globale. Alors, le comportement et l'environnement. Donc ça, c'est les deux catégories, je le répète, sur lesquelles nous, on peut agir simplement. L'idée, là, c'est de vous proposer quelques mesures de prévention qui sont faciles à conseiller ou à mettre en œuvre en fonction de votre position, hein, que vous soyez formateur ou tout simplement citoyen curieux. Et on va commencer avec agir sur l'environnement. Donc pour ces deux catégories, je vous ai listé trois règles d'or. C'est les trois règles que moi je conseille assez régulièrement. Donc là, est-ce que vous avez une proposition de règles que vous pouvez mettre en place dans vos foyers ou que vous pouvez conseiller de mettre en place dans les foyers qui concernent des actions qu'on peut mettre en œuvre sur l'environnement ou le matériel dangereux? Trois règles, si vous deviez en donner que trois pour que quelqu'un les retienne, sur comment on agit sur notre matériel et sur l'environnement pour limiter les risques et limiter le danger. Alors, ranger, entretenir, excellent. Ranger, tout à fait, Chloé. Je vous laisse encore quelques secondes. Ranger, isoler, oui, tout à fait. On reconnaît un langage très formateur, j'adore. Allez, je vous projette une première règle. Ok. Donc, la première règle, c'est que chaque objet a une place pour être rangé et cette place doit varier en fonction de la nature de l'objet.
En fait, ça paraît être une règle vraiment bateau, mais finalement, c'est vraiment une des pièces maîtresses pour assurer la sécurité d'un foyer, notamment si vous êtes avec des enfants, mais même avec des adultes d'ailleurs. C'est aussi, ce qui permet de justifier, pourquoi on fait les choses finalement et justifier, la nature des actions, c'est aussi, pouvoir donner plus envie de les faire ou plus de sens sur pourquoi on va faire. Donc vraiment quelque chose qui est rangé, qui a sa place, ça va participer énormément à la sécurité des foyers. Donc là, bah voilà, coffre à jouets, placard à produits nettoyage, les exemples sont infinis. En deuxième règle d'or, c'est bien évidemment les objets défectueux ou inadaptés, hein, qui ne doivent pas être ignorés, notamment lorsque leur utilisation est partagée. Donc là, pareil, c'est ce fameux câble de chargeur qui est abîmé depuis 3 semaines et duquel on se dit oui, oui, mais c'est pas très dangereux, c'est pas très grave. Et puis au final, quand on écoute un petit peu les témoignages des victimes d'accidents domestiques, on va écouter, par exemple, moi en classe, j'ai eu ce petit enfant Ethan là qui a pas plus de 8 ans et qui a mis le feu à sa maison avec, bon, involontairement bien sûr, qui a mis le feu à sa maison en fait à cause de son câble de chargeur de voiture télécommandée qui était abîmé. Il l'a pas signalé à ses parents et en fait, en voulant recharger sa voiture sur le tapis, ça a déclenché un incendie. Donc c'est ce genre de petits comportements que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir tendance à ignorer, mais que finalement, il faut pas parce que ça peut vraiment être la source d'accidents assez graves, hein. Donc ces objets défectueux ou inadaptés à l'âge des enfants, hein, ils doivent vraiment faire l'objet d'une réflexion. Alors voilà, ça reste bien sûr dans la mesure des moyens de chacun, mais c'est important quand même de l'avoir à l'esprit pour pouvoir agir en sécurité. Alors la dernière, je l'ai mis en jaune parce que finalement, elle est un petit peu entre l'environnement, le matériel et notre deuxième catégorie qui est le comportement. C'est bien de garder à l'esprit qu'on est garant de la sécurité de notre domicile et qu'on doit aménager à hauteur d'enfant. Donc si jamais là, vous êtes en contact avec du public qui est très jeune ou avec des parents notamment, c'est bien de leur expliquer que l'aménagement de la maison, il se fait aussi en se mettant dans la peau de l'enfant, ce qui permet finalement de voir les dangers à leur hauteur et puis d'adapter l'environnement selon eux. Si je reviens sur ma petite diapo ici, on voit que cette jeune fille-là, elle tente d'attraper un verre dans le placard, admettons, donc elle a tout à fait le droit à son âge, sans danger d'aller pouvoir se servir un verre d'eau, mais on lui a pas mis de marchepied à disposition, ce qui fait qu'elle n'y a pas accès de manière sécuritaire. Donc là, voilà, ça c'est un exemple tout bête d'aménagement qu'on peut faire. Et puis en termes de matériel défectueux, on a notre fameux câble électrique, mais ça c'est un exemple classique. Voilà, donc pour mes 3 petites règles d'or, hein, que je rappelle, vous pouvez retrouver, plus tard si vous le souhaitez, hein, en me faisant un petit mail pour que je vous envoie, un document récapitulatif. Hop. Ici, on passe sur donc le comportement. Alors, on a donc, ce papa-là qui est, en plein dans, je sais pas, peut-être vraiment vouloir récupérer sa tartine et puis on a cette jeune fille. Alors c'est pas vraiment la jeune fille, en fait, là, qui m'interpelle, moi, c'est plutôt la casserole. Qu'est-ce que vous proposez comme, action sur le comportement qui permettent de garantir la sécurité du foyer? Quelles sont vos propositions? Quels sont les comportements qu'on peut adopter, et qui vous paraissent, importants? Ah, une réponse dans le chat, voyons voir. Casserole au fond, oui. Prévenir, tout à fait. Tourner le manche de la casserole, exactement. Éloigner, position du manche, oui. Et ce papa-là, ce papa qui est dans sa cuisine avec ses 2 enfants à proximité et qui est en train de mettre son couteau dans le grille-pain, qu'est-ce qu'on en pense? Sensibiliser au risque électrique. Arrêter la jeune fille. Ok, donc mettre en mesure des bricolages dans le garage, oui, exactement. Mettre en place des mesures de sécurité avec les enfants, hein. Ok, très bien. Bonne réflexion collective. Alors, hop, je vous projette mes 3 règles d'or à moi. Tac, elles sont là. Donc la première, là, ça va vraiment, bon, ça concerne les enfants, mais c'est également aussi pertinent pour les autres adultes, hein, c'est de bien avoir à l'esprit que les enfants et même les autres de manière générale peuvent considérer notre comportement comme la norme et donc ils vont chercher à le reproduire. Alors moi, quand je vois ce papa-là qui, admettons qu'il n'est pas en train de bricoler, mais est en train de récupérer sa tartine dans le grille-pain avec son couteau, et ben en fait, l'enfant qui voit ça, pour lui, il va considérer que c'est la norme. Donc il va vouloir reproduire ce comportement. C'est la même chose que mettre son couteau à la bouche, par exemple, ou alors monter sur une chaise pour aller chercher un objet en hauteur. Ce genre de petites actions qu'on fait, nous, en sécurité en tant qu'adultes, parce qu'on a conscience qu'on peut les faire de manière
sans danger, parce qu'on fait attention. Les enfants, eux, n'ont pas la même notion du risque et donc ils vont chercher à reproduire ces comportements-là. Alors, là, c'est une chose à avoir à l'esprit en tant que parent ou qu'on peut conseiller justement aux parents ou aux éducateurs, hein, parce que, parfois, on n'en a pas vraiment conscience. L'avantage, c'est que ça, c'est, à double tranchant, en fait, ça marche dans les 2 sens. L'enfant qui va, voir le mauvais comportement et l'enregistrer, il va aussi faire la même chose pour les bons comportements et donc nous, plus on va adopter des bons comportements, plus les enfants peuvent prendre les réflexes en utilisant également ces bons comportements-là. La deuxième chose, ça va concerner le fameux manche de casserole. Alors ça, c'est l'exemple typique hein, des accidents domestiques. Quand on fait un peu de prévention, on va parler de ce fameux manche de casserole. On en a maintenant tous plus ou moins conscience. Eh bien, en fait, là, ce que je vais vous conseiller, moi, c'est plutôt de développer des réflexes. Ces réflexes du quotidien qui vont assurer notre sécurité, notamment ce que j'appelle dans les moments critiques. Ça va être les moments où on est fatigué, où on est inattentif, où il y a une surcharge cognitive, où il y a du monde dans la cuisine, etc. Tous ces petits réflexes de sécurité qu'on aura développés au fur et à mesure de notre vie quotidienne, eh bien, ils vont continuer à assurer notre sécurité lorsqu'on les fera inconsciemment. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que quelque chose de très tout bête comme tourner systématiquement le manche de la casserole au-dessus de la plaque, au-dessus du comptoir et pas au-dessus du vide, c'est quelque chose que si on l'a développé de manière systématique, on va pouvoir réutiliser le jour où on le fera de manière automatique, le jour où on sera fatigué, le jour où on aura quelqu'un derrière qui nous parle, où on aura des invités à la maison et on sera distrait par exemple. On a bien sûr le verrouillage des portes de placard, si on a des placards verrouillés avec des produits dangereux, ou ça peut être des choses aussi simples que par exemple ranger. Hein. On en a parlé tout à l'heure, mais par exemple avoir un petit placard à chaussures à l'entrée, ce genre de choses, notamment pour éviter les chutes, qui vous le savez maintenant est l'accident le plus fréquent. Donc ces petits réflexes-là, c'est important de les développer parce qu'ils assurent notre sécurité au quotidien. Et la dernière chose, alors ça, c'est un petit peu, moi, ma lance de combat, hein, c'est que l'éducation au risque, elle est explicite et elle doit pas être implicite. Donc ça reste aussi ma vision de l'éducation et on peut en avoir une autre, mais pour moi, je pense que vraiment avoir une éducation explicite et ça passe aussi par, nous en tant qu'adultes, hein, expliciter cette prévention-là et ben, c'est essentiel pour avoir conscience des risques et pouvoir en fait se protéger. C'est-à-dire que le non ou le ne fais pas ça n'est jamais suffisant, mais en tout cas, pardon, je suis interrompue par Anne-Laure. Ok Anne-Laure, au revoir Anne-Laure. L'éducation, vraiment, rendez-la explicite pour vous, pour vos apprenants, parce que c'est vraiment ça qui fera la différence pour cette prévention-là. Il me reste donc 2 minutes pour conclure. Hop. Ça, je passerai à la fin. La chose que je tenais à dire quand même, c'est que la prévention, vous le savez notamment si vous êtes acteur du secourisme, c'est que ça ne se fait pas en un jour. Ça se construit par une culture commune et partagée. Et aujourd'hui, en étant là, vous faites partie de cette culture commune de la chaîne citoyenne de prévention, j'ai même noté. Et donc, c'est aussi moi, à ma manière de vous dire merci, de vous dire bravo. Également, c'est aussi qu'il n'y a pas une seule manière de faire de la prévention, il n'y a pas une seule manière d'avoir un foyer qui est sans danger. Au final, on n'a jamais de foyer sans danger, mais on a bien chacun à chacun sa manière de faire et voilà. Et c'est à vous aussi d'être preneur de ça. Et j'en suis sûre, vous mettez déjà plein de choses en place, donc c'est très chouette. Voilà. Donc ça, c'était la petite minute. Pas trop culpabiliser si tout n'est pas parfait, c'est jamais le cas. On n'est jamais dans des zones 100% en sécurité, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous souhaitez me dire quelque chose que vous retenez de ce temps d'échange? Voilà, le chat est ouvert, les micros sont ouverts pour ceux qui ne sont pas encore partis. Oui, 30 minutes, c'est vrai que c'était pour caler cet atelier sur la pause entre midi et deux. Trop rapide. Oui, ça fait beaucoup d'infos. C'était pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir en fait participer à cet atelier. Euh, Parce qu'en fait, c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait en présentiel et j'en avais fait en présentiel et du coup, c'est plus compliqué pour des personnes de bloquer vraiment une demi-journée pour faire sur l'atelier ou 2 heures. Là, les 30 minutes, c'est vraiment histoire d'initier cette prévention et comme je vous l'ai dit, si vous voulez y revenir, un petit mail et je vous fournis un document qui reprend ce qu'on a vu ensemble pour que vous puissiez y revenir tranquillement à votre rythme, bien évidemment. C'est vraiment une première étape de sensibilisation. Merci pour vos retours. Et puis nous également, voilà, on fait donc des formations
de la prévention auprès des enfants et du grand public. Et puis, on a aussi plein de jeux et d'outils et de ressources que vous pouvez découvrir sur protéger-alerter-secourir.fr. Donc ici, c'était histoire de voilà de mettre un petit pied dans cet engrenage ou de continuer à le faire tourner pour ceux qui sont déjà bien présents dedans. Et n'hésitez pas à aller plus loin avec toutes les ressources qu'on met à votre disposition. MNB, vous avez loupé une partie. Oui, alors il y aura le replay du coup, il y aura le replay sur le site du festival. Je crois que Anne-Laure a mis le lien dans le chat, donc si vous voulez retrouver le replay, vous pourrez. Et vous pourrez mettre ma voix en 0,5 si c'était vraiment trop rapide. C'est vrai qu'en plus j'ai tendance à parler vite, donc voilà. Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Voilà, peut-être pour faire le lien avec votre pratique. J'ai vu qu'il y avait donc des formateurs SST, formateurs PSC, peut-être des parents aussi. Hop. Bon, alors si pas de questions, n'hésitez pas, vous avez donc toutes mes coordonnées ici, sur la diapositive et puis sinon dans le replay, je pense que ce sera également, noté et dans le mail que je vous ai envoyé, hier, c'est aussi mon adresse mail directe. Donc si vous avez, le goût d'y revenir, n'hésitez pas, à me contacter ou à aller faire un tour sur notre site internet. Hop et puis, voilà, si vous avez, des besoins en formation, secourisme ou en animation, n'hésitez pas ou en atelier également, à nous faire appel à nous et puis, ben, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris, cette demi-heure, avec moi et d'avoir, bien participé, avec le chat et avec vos souris et puis, je vous dis, à bientôt pour plus de prévention commune. Merci beaucoup. Et pour vous déconnecter, du coup, c'est en haut à droite, je crois, ou en bas à droite. Au revoir.